8 mai 1902, ville de Saint-Pierre, Martinique. À 7h58, la montagne Pelée rentre en éruption. Elle explose et libère un immense nuage de cendres, de cailloux, de gaz brûlant et de pierres incandescentes. C'est la nuée ardente. D'une température de 1000 degrés, elle dévale les flancs du volcan à près de 400 km/h et se dirige droit sur la ville de Saint-Pierre. Éclatant, pulvérisant, calcinant tout sur son passage. L'obscurité se fait sur Saint-Pierre. En quelques secondes, la ville n'est plus qu'un champ de ruines. Il y aura près de 30 000 morts. Ce cyclone de feu frappe ensuite la mer et la vingtaine de bateaux ancrés dans la rade, dont le Roraima, magnifique navire vapeur de 120 mètres de long. La nuée ardente soulève une énorme vague qui vient se briser sur les bateaux. Des pierres brûlantes tombent sur les ponts et mettent le feu à tout ce qu'elles touchent. 700 marins périront sous ce déluge de feu. Rapport de M. Ellery Scott, officier survivant du Roraima. Une avalanche de pierres incandescentes et de gouttes de feu s'abattit sur le navire comme une volée de mitraille. En même temps, toute l'eau du port semblait se ramasser en bloc pour se ruer à l'assaut des bateaux qui, soulevés par l'énorme vague, parurent couler à pic. Quand le raz-de-marée atteignit le Roraima, ce fut un effroyable coup de tangage. Tout fut rasé sur les ponts, les mâts, les cheminées, les embarcations de secours. Le Roraima était un cargo canadien de la Québec Line, à vapeur, de transport de marchandises et de passagers. Il avait été construit en 1883 à Glasgow, en Écosse. Cet énorme bateau de 15 mètres de large et de 120 mètres de long, avec une jauge de 2700 tonneaux, arrive le 8 mai, quelques heures avant l'éruption. Gravement endommagé par la nuée ardente, le Roraima et sa cargaison de potassium continuèrent à brûler pendant 3 jours, avant que le navire, moribond, ne finisse par sombrer. Sur les 68 passagers et membres d'équipage, 11 seulement ont survécu. 72 ans après, en 1974, Michel Métairie retrouvera l'épave par 50 mètres de fond. Le Roraima est posé à plat, en pente douce, sur un fond de sable un peu vaseux. L'arrière, ou la poupe, se trouve ainsi par 58 mètres de profondeur, tandis que l'étrave, ou la proue, du navire remonte jusqu'à 38 mètres. L'épave est vaste, environ 120 mètres de long pour 15 mètres de large. Elle comporte 3 parties distinctes. Nous allons débuter la plongée par l'arrière, avec son système de gouvernail et la vision de la cassure bien visible. Nous plongerons alors dans une des cales arrière pour remonter vers la coursive tribord et visiter une partie des cuisines. Nous verrons aussi le dernier bossoir, système de levage des canaux de sauvetage, encore debout. Puis, survolant les restes du pont, vous verrez l'embase de la cheminée, d'un diamètre de 2,50 m, coupée net par la nuée ardente. Sur l'avant, nous distinguerons enfin une ancre articulée, dite de Trottmann. Nous aurons alors un dernier regard sur l'étrave et ces poissons-lions qui gardent, tels des sentinelles, cette fabuleuse épave d'acier remplie d'histoire et de majesté. Nous voici sur le pont arrière du Roraima. Ici, l'emplacement des hublots, fenêtres disparues, donnant maintenant sur le Grand Bleu. Encore en place, la structure métallique qui soutenait le plancher en bois, lui aussi disparu, dévoré par les vers marins et l'action du temps. Au centre, l'appareil de gouverne, mécanisme permettant d'actionner le gouvernail. La poupe, caractéristique du Roraima, de forme très arrondie. Nous entamons maintenant la remontée vers l'avant du navire. À droite, on aperçoit la cassure, assez nette. Le bateau a coulé par l'arrière, c'est donc cette partie qui a touché le fond en premier. Et un peu comme pour le Titanic, le poids de la partie avant, lors de sa retombée, a fracturé cette partie arrière. À gauche, ce qu'il reste d'un des mâts de charge, m'a coupé net suite au blast de la nuée ardente, corroborant ainsi les dires de l'officier survivant Ellery Scott, comme quoi tout fut rasé sur le pont. Nous nous dirigeons maintenant vers la grande cale arrière, avec son échelle d'accès et cette vase qui envahit tout.
Nous remontons de la cale pour nous diriger vers la coursive tribord, couloir de l'entrepont qui longe la salle des machines et l'emplacement des cuisines. Quand le commandant Cousteau a plongé sur l'épave, il l'a surnommée l'épave aux cheveux blancs, à cause de ses coraux blancs en forme de virgule qui se balancent au gré des courants. Par cette porte ouverte, nous accédons sur une partie des cuisines, dont le toit, correspondant au pont supérieur, a disparu. Nous continuons de remonter vers l'avant. Ici, sans doute, un système de manœuvre, mais difficile à identifier ce qu'il pouvait bien manœuvrer. Et toutes ces couleurs qui se révèlent et qui explosent d'intensité sous l'éclairage de nos phares de plongée. Le dernier bossoir, encore debout, faisant partie du système de levage des canaux de sauvetage. Voici l'emplacement de la grande cheminée, coupée net à sa base, attestant une nouvelle fois de la violence de la nuée ardente. Nous sommes maintenant sur l'avant, côté bâbord, avec devant nous les cales avant grandes ouvertes. Nous passons côté tribord, le long du bastingage. Si l'épave est encore bien conservée, le corail fait son travail. Pour exemple, il y a bien une ancre au centre de l'image. On distingue les pattes à droite et à gauche, ainsi que la tige au centre. Encore quelques années, et celle-ci sera complètement sous les madrépores. Nous voici tout à l'avant du bateau, sur l'étrave, encore fièrement dressée face à son destin sous-marin. Étrave qui plonge de près de 50 mètres vers le fond de la rade de Saint-Pierre. Enfin, des poissons-lions qui montent la garde, gracieuses mais venimeuses sentinelles des derniers secrets du Roraima.